et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Accrochage que j'ai le plaisir de co-animer avec Christelle. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors, Accrochage, pour ceux qui découvrent, ceux et celles qui découvrent, c'est l'un des premiers podcasts sportivo-sociétal ou sociéto-sportifs, on n'est vraiment toujours pas sûr, et donc qui s'adresse à des combattants, à des non-combattants. Jusqu'à aujourd'hui, on a interviewé donc des personnes qui étaient très impliquées dans les arts martiaux la plupart du temps. On a interviewé des professeurs de Krav Maga, d'Aïkido, ensuite on est allé chercher du côté d'autres sujets vers le cinéma, la psychanalyse, les relations humaines, et aujourd'hui on revient sur le Krav Maga avec Carole Ursela qui est avec nous. Bonsoir Carole. Bonsoir. Merci. Et Carole, on est très mais vraiment très heureuse de te faire participer à ce podcast parce que déjà on partage cette passion commune pour le Krav Maga, mais aussi parce que tu représentes l'association Krav Maga Women Protect, et donc tu t'interroges sur des violences qui sont très concrètes, hélas très quotidiennes, et qui sont faites sur un public aussi très précis, qui sont les femmes. Et c'est une question qui nous touche particulièrement, et donc je laisse maintenant la parole à Christelle pour te présenter à sa façon. Alors d'habitude, les personnes que nous recevons dans le podcast, alors soit je les connais personnellement, soit je les ai rencontrés avant pour les écouter, parler, m'en faire une idée, et ainsi je peux affiner ma présentation. Alors avec toi Carole, rien de tout cela, parce qu'on n'a pas pu nous se rencontrer avant, et néanmoins tu as accepté l'interview, donc on voulait d'autant plus te remercier de ta confiance et de te rendre disponible. Auditrice, auditeur, donc là si vous me suivez bien, vous êtes en train de vous dire, est-ce qu'en fait elle va pas faire la présentation de Carole, puisqu'elle n'aurait pas d'éléments et qu'elle laisserait Carole se présenter elle-même? Eh bien non, jamais. Alors c'est vrai Carole, on ne te connaît pas bien, mais on te connaît quand même un peu avec Léa, parce qu'on t'a entendu parler dans les interventions de Krav Maga Women Protect, que vous faites très régulièrement après des stages de Krav Maga, et on parlera davantage de cette association, des activités que vous y menez dans le cours du podcast. Nous te connaissons aussi un petit peu parce qu'on t'a vu à Deauville en juillet dernier, alors que nous sommes dans les vestiaires. Dernière matinée de stage, Léa me chuchote, c'est Carole de KMWP, on lui demande pour le podcast. Et nous voilà à moitié transpirantes à te faire notre laïus sur le podcast, la violence. Est-ce que tu veux participer? Et tu réponds oui, non mais d'accord, ok pour le podcast. Et tu nous diras aussi, bien sûr que les féminicides ont augmenté durant les confinements. Et là, moi je me suis dit, mais cette femme, elle connaît son affaire, parce qu'elle ose employer des mots qui font mal. Féminicide. Parce que moi, Christelle, je n'en peux plus des euphémismes, violences faites aux femmes, non. Osons dire qu'il y a meurtre de femmes, viol de femmes, défenestration de femmes, défiguration de femmes, femmes brûlées vives. Auditrices, auditeurs, restez quand même avec nous, ça va être un super épisode. Mais moi, avant ce contact improbable dans les vestiaires, je t'avais déjà remarqué dans le gymnase d'Asdeauville. Parce que tu es une femme, ceinture noire, et comme il n'y en a pas tant que ça, moi je les remarque, et toi aussi tu m'as remarqué. Parce que tu m'as dit, monte ta garde. Tes pieds sont alignés. C'est pas bon. D'accord. Pour essayer d'un peu mieux te connaître, du coup, j'ai écumé le net et j'ai découvert que tu es entrepreneuse dans le domaine sportif, donc gérante d'un club de sport, de ton club de sport. J'ai découvert également sur le net que le net, en tout cas, est dithyrambique à ton sujet sur les activités que tu mènes, notamment via Krav Maga Women Protect. Et c'est vrai que c'est avéré, parce que moi j'ai pas envie de dire couillu même si je viens de le dire. Donc oui, c'est avéré comme de dire, comme tu le fais, oui, j'ai été victime de violence, oui, je m'en suis sortie, voilà comment, oui, le Krav m'a aidé. C'est avéré, donc oui, je réitère ce mot, parce que toi et d'autres dans l'association Krav Maga Women Protect, vous faites votre part du colibri pour mettre fin à ces féminicides, en apprenant des techniques de Krav Maga adaptées à des situations de violence que rencontrent des femmes en France hexagonale, en France ultramarine comme à La Réunion, mais aussi en Inde. Et parce que les féminicides et hautes cruautés contre les femmes, c'est malheureusement international.
Et ça m'a bouleversé ce que tu as dit dans un des reportages. Tu parlais de jeunes femmes indiennes que vous formiez et tu as dit, tu sens qu'elles veulent apprendre, pas pour faire du sport. Elles veulent apprendre parce qu'elles en ont besoin. Elles ont des problèmes. Elles sont concernées. Et ça, c'est poignant. Et moi, ça m'a bouleversée parce que c'est exactement pour ça que je fais du Krav Maga. Merci, Carole. Alors, Carole, pour commencer cette interview, et merci Christelle pour ta présentation, on voudrait commencer avec une question qui est assez commune à toutes les personnes qu'on interroge. Avant que tu nous parles de ton histoire, est-ce que tu pourrais nous dire, pour toi, qu'est-ce que c'est que la violence ? Ah ouais. Alors, oui, effectivement. Qu'est-ce que c'est que la violence ? Pour moi, la violence, c'est tout simplement quelque chose qui va me repousser à être ce que je ne veux pas être. Que ce soit dans les mots, que ce soit physiquement. La violence, c'est quand on va essayer de me faire faire ou de me faire dire ce que je n'ai pas envie. Ok, donc c'est vraiment une contrainte. C'est une contrainte pour moi. Oui, mais exagérée évidemment. Et donc dans ton histoire, en fait, ton histoire avec la violence, elle démarre comment ? Elle démarre tout simplement parce que je sors de l'école à 16 ans et demi et que, enfin, je sors pas de l'école à 16 ans et demi, je continue l'école, mais en fait, je me fais virer de chez moi. Et j'étais à l'époque avec un petit copain et la seule chose je me suis retrouvée à habiter avec lui, en fait. Et je ne savais pas qu'il était déjà violent. Et je l'ai appris en vivant avec et en pensant qu'on pouvait supporter certaines choses et que c'était peut-être normal de supporter certaines choses dans un couple parce que on avait plus ou moins bien parlé ou parce que c'était peut-être pas le bon moment, parce que et surtout parce que quand on a eu une enfance où la violence était présente, eh ben ce n'est qu'une continuité. Et que quelque part, c'est peut-être pas si grave que ça s'arrange. Et je reste en couple. Et du coup, la vie reprend son cours et on s'y habitue avec des degrés qui s'accentuent en général parce que comme on s'y fait au départ, c'est pour ça que c'est difficile de répondre à ce que c'est que la violence réellement, parce que où est-ce qu'elle commence? Elle a certainement pas, pour moi, commencé au même endroit, au même niveau que quelqu'un d'autre. Moi, je pense que mon niveau de violence au départ, et j'avais une beaucoup plus grosse capacité à supporter la violence, et que justement, ça m'a desservi dans la mesure où j'ai accepté la violence de mon petit ami à l'époque. À tel point que à la veille de me marier, il me mettait des coups de pied dans le ventre et que ça ne m'a pas empêché une seconde j'ai pas renoncé à me marier, ce qui aurait été pourtant tellement logique. En tout cas, aujourd'hui, avec du recul, oui. Voilà. Donc la violence, voilà pourquoi un jour j'ai pensé à faire du Krav, et c'est même pas vraiment ce qui m'y a poussé. Parce que je voulais surtout pas répondre. Je pense que dans un couple, on répond pas en se battant. Je ne serais pas vue me battre et je ne savais pas quoi faire pour me protéger de toute façon. Donc j'ai laissé entrer cette violence au sein de mon foyer, s'y installer, et c'est allé crescendo jusqu'au jour où en fait il m'a fracassé le crâne par terre. J'ai réussi à me dégager. Et il m'a rattrapé et pour me pousser contre un bâti de porte, mais le bâti de porte il était métallique et ça m'a ouvert le crâne, ça s'est mis à pisser le sang. Et là il s'est jeté par terre en me disant oh là 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 là, parce que pour lui j'allais m'effondrer quoi. Et ma meilleure amie venait me chercher pour aller faire des achats de Noël et
et moi je remplissais l'évier, enfin le lavabo de sang, j'ai pris une serviette et lui il était juste il était par terre à s'en vouloir, mais pour la énième fois. Et mon ami m'a emmené aux urgences où je me suis fait recoudre. Il nous a suivis en voiture et évidemment je voulais avoir aucun contact. Et c'est à partir de ce jour-là où je suis partie de chez moi. Et là où je me suis dit jamais plus, je n'aurai affaire à cet homme. Et jamais plus je n'aurai affaire à un homme violent. Je me méfierai et j'anticiperai et ça ne se produira plus. Alors, c'est pas ce qui m'a décidé à faire du Krav Maga, pour les raisons que je viens de vous expliquer. Mais par contre, très peu de temps, non, je crois 4 ans après tout ça, où j'avais pas... Bon, je me suis sortie de cette problématique, j'ai divorcé, ça a été violent pour mon... Alors, c'est là où je vais vous raconter une partie qui a été super intéressante, mais... Donc, ce qui m'a réellement amené au Krav Maga, c'est 3-4 ans après, j'ai eu un problème avec un type qui justement était violent et qui tapait sa femme. Bref, c'était un locataire à moi. Et il me devait de l'argent et j'ai été le voir. Et là, il a sorti un couteau et il m'a dit, sors de chez moi ou je te plante. Je suis sortie, j'ai été dans ma voiture et j'étais tremblante. Et ça, j'ai dit, je peux plus. Ça, c'est pas possible. Donc, il n'y a pas que dans une situation de couple que ça peut arriver. Ça peut également m'arriver. Et ça, je pouvais pas le prévoir. Donc ça, maintenant, il faut que je trouve quelque chose qui fasse que, au moins, je ne tremble plus et que je me retrouve plus dans cette situation. Et 4 mois plus tard, alors, très peu de temps après, j'ai commencé le Krav. J'ai dit, il faut que je trouve quelque chose, voilà. J'ai trouvé, j'ai essayé, ça m'a plu tout de suite, alors que j'avais essayé l'aïkido, j'ai essayé, mais c'est pas pour dénigrer les autres choses, c'est que je suis quelqu'un qui aime que ce soit un petit peu ludique et qui aime que ce soit la devise du Krav, c'est simplicité, efficacité, rapidité. Et moi, c'est ce qui me convient. Et pour moi, c'était probant. Je voyais que ça fonctionnait et que c'était adapté à quelqu'un qui n'était pas forcément physiquement costaud, ou voilà, il fallait pouvoir s'en sortir avec la technique. 4 mois après avoir commencé le Krav Maga, j'ai eu le même problème avec la même personne et j'ai été obligée de retourner au même endroit. Je suis retournée au même endroit, il m'a fait exactement le même plan jusqu'à monter sur son portail à cheval en disant qu'il allait mettre le crâne de mon fils sous sa roue. Et là, il est arrivé vers moi et je me suis dit, il fait un pas de plus. Il va chanter mais différemment avec une voix de femme. Parce que les seules choses que j'avais vraiment apprises, c'était à mettre un coup de pied au parti. Ce fameux coup de pied qu'on apprend, on commence par vous montrer un peu des gauche-droite et très vite, on nous explique comment mettre un coup au parti. Et le type avançait vers moi, jambes écartées. Bon, j'ai dit, c'est simple, il fait un pas de plus, je lève la jambe, puis je verrai bien. Ça s'est pas produit, j'ai pu sortir du pavillon, je suis remontée dans ma voiture et j'étais sereine. Et c'est tout ce que je voulais. Je voulais pas mettre ce coup de pied, je voulais pas arriver à ça. Ce que je voulais arriver, c'était à rentrer et me dire, c'est bon. J'aurais su quoi faire. La suite, je l'aurais, voilà. Mais je me serais dépêtrée de cette situation et surtout, j'étais sereine. J'étais plus tremblante et à partir de là, je n'ai plus connu cette situation de tremblement. Et pour en revenir au fait de, et ça c'est très très important. En tout cas pour moi ça a été, ça m'a beaucoup fait pleurer et c'est vraiment ce que je voudrais dire aux femmes qui sont victimes aujourd'hui. C'est que le jour où un jour, j'ai dû récupérer mon appartement où mon ex-mari vivait, celui qui m'avait violenté. Et il voulait pas en sortir, sauf que l'appartement il était à moi. Et les charges se cumulaient. Et à un moment, je pouvais plus. Donc je l'ai appelé et je lui ai dit, j'arrive, on va régler ce problème.
Et là, il m'a dit, excuse-moi, je suis à l'apéro. Et il a raccroché. Et ça a fait un tilt dans ma tête. J'ai laissé l'appareil, j'ai pris ma voiture et j'ai foncé. Et là, il s'est passé quelque chose qui devrait jamais se passer, c'est que j'ai vu rouge. J'étais plus moi-même. Il fallait que ce soit juste et j'en pouvais plus. Je suis rentrée dans l'appartement, il m'a ouvert, j'ai poussé la porte. Et là, j'ai été chercher un couteau de chasse. Et j'ai commencé par crever les pneus du vélo qui était dans le couloir, qui lui appartenait pas. Il me dit, ah là là, mais c'est pas, tu te rends compte? Et je voyais plus rien. Je lui dis, t'approches pas, je vais te tuer. Et comme j'avais le couteau à la main, j'ai attrapé son t-shirt. Il a eu très peur. Et là, il a eu les larmes aux yeux. Et il m'a presque dit, il m'a dit pitié, ouais. Et je lui dis, pitié, mais 10 ans où je t'ai dit pitié. Et toi là, parce que je prends ton t-shirt, tu pleures. Mais c'est honteux. Et je me suis dit, mais il suffisait de faire ça, une fois, de lui montrer que c'était terminé, que je m'opposais et que ça allait enchaîner. Et alors peut-être qu'avec quelqu'un d'autre, ça ne se serait pas passé comme ça, c'est pas un retour universel, voilà. Mais en tout cas, en ce qui me concerne, je me suis dit, bah voilà, 10 ans, j'ai mis 10 ans à faire ça, pour qu'il s'écoule comme une merde. Bah ça m'a fait beaucoup de mal, mais ça m'a fait beaucoup de bien. Voilà. Ok. Merci, c'est... Merci, merci, c'est fou. Oui, pas trop d'adjectifs. Mais moi, ce que je remarque dans ce que tu dis, c'est qu'il y a des vraies situations de déclic, donc où à un moment tu dis stop, cette situation, je ne veux plus qu'elle m'arrive, c'est la dernière fois. Donc ça t'arrive à 2 reprises. Et là, la question qu'on voulait te poser, c'est du coup pour les autres personnes que tu croises dans le cadre de tes cours ou de l'association, pour elles, où est le déclic? Et à quel moment, en général, tu vois que les femmes peuvent dire stop, prendre une mesure contre une violence, réaliser que là c'est plus acceptable, que là c'est plus ok, où se fait le déclic? Parce que du coup, on parle de violence, mais en fait, faut l'identifier et ensuite faut dire stop. Et où tu dis stop, comment tu dis stop? Oui, mais alors ça, c'est une partie qu'on ne peut absolument pas attaquer si la personne en question n'aborde pas le sujet elle-même. Si elle vient pas vers moi, je ne vais pas rentrer dans son intimité. Je vais peut-être remarquer qu'il y a eu quelque chose, mais je vais peut-être tendre des perches, mais c'est tout ce que je ferai. Si la perche est tendue et que si ça doit mettre du temps, c'est pas grave. Je vais en retendre. Si je vois qu'il y a réticence, je vais arrêter. Mais c'est pas moi qui vais rentrer dans le sujet, dans le vif. C'est pas possible. Et ce qui se fait, dans 90% des cas, c'est que, au bout d'un certain nombre de cours, je vais dire, est-ce que vous avez une situation à me proposer? Est-ce qu'il y a quelque chose qui qui vous a mis en difficulté, ou vous avez vu dans la rue, ou que vous posez une question, tiens, si on m'attaquait comme ci ou comme ça. Et là, on remarque la spontanéité des réponses, et tout de suite, on se rend compte que ah oui, tiens, si, ben voilà, ça. Et ça, c'est pas, on voit selon la prise, selon si elles ont été elles victimes ou si elles l'ont vu. Elles le décrivent pas du tout de la même manière. Donc à partir de là, on y porte un intérêt particulier. Enfin, en tout cas moi. Mais savoir à quel moment le déclic se fait, ça, je sais pas. Oui, du coup, ça dépend de. Ça dépend de la personne, ça dépend de son approche, ça dépend. Je peux pas le savoir, ça. En fait, je me demande est-ce qu'il faut en arriver à un point extrême, comme par exemple ton hospitalisation, pour avoir un déclic. Non, je pense pas. Je pense surtout pas. Je pense que moi, j'ai justement, c'est pour ça que je m'en suis voulu, parce que si tout de suite je m'étais dit mais non, on ne doit pas se faire taper dessus, on doit pas. J'aurais quitté cette personne, et si tout de suite je m'étais mise à faire du Krav,
si j'avais compris que la violence ne devait pas intervenir dans ma vie tout de suite, j'en aurais fait tout de suite et tout ça ne serait pas arrivé. Parce que tout ce que j'ai vécu après, je l'aurais commencé plus tôt. Avec ma personnalité, bien sûr, encore une fois. Ouais. Ouais. On avait une autre question, c'était est-ce que tu penses qu'il faut avoir vécu des situations de violence et notamment des agressions pour justement savoir où est sa limite d'acceptation ou non? C'est très difficile de répondre parce que moi je pense que j'ai beaucoup trop accepté et pourtant je suis quelqu'un je suis quelqu'un qui démolirait des montagnes mais pas sentimentalement. Donc j'ai une faille. Et cette faille, si tu rentres dedans, ben c'est difficile de savoir à quel moment elle est, où est sa limite finalement, où est son fond. Ok. Après, tu commences le Krav Maga, maintenant ça fait combien de temps que tu pratiques? 13 ans. 13 ans. Donc tu es passé par la sacro-sainte épreuve des combats durs, donc des combats avec les coups un peu portés. Alors, le combat dur, pour passer mes ceintures, je n'ai pas eu à montrer de combat dur. Parce que j'avais plus de 40 ans à partir de la ceinture verte. D'accord. Ça, c'est dans le programme de l'AFEKM. Néanmoins, j'ai évidemment fait plein de combats durs. Et c'est indispensable que faire du combat dur. Et comment ça s'est passé pour toi, sachant que dans ta vie, t'avais eu des combats durs? Oui, alors, au Krav. Ça, si tu as un bon prof, normalement, le combat dur, ça s'apprend progressivement. C'est-à-dire que on va d'abord te faire prendre un PAO, tu vas recevoir un peu de coups, tu vas être un peu un sac de frappe, tu vas sentir ça. Après, on va enlever le PAO, on va te dire d'appuyer un petit peu quand même. Je sais pas si on vous a déjà mis des coups de poing dans le ventre, on vous explique comment contracter vos abdos, comment un peu accepter le coup. Et ça, au fur et à mesure, ça déclenche il y a beaucoup moins d'appréhension. Beaucoup moins d'appréhension. En fait, par exemple, pour te donner un exemple concret, quand on va lever la main sur toi, la plupart du temps, tu vas fermer les yeux. Si tu fais pas de Krav. Et pourquoi tu fais ça? C'est un réflexe. C'est de la peur. Ouais. Mais en vrai, si tu veux te protéger, il vaut mieux voir. On est d'accord? C'est très logique. Imparable. D'accord. Ouais. Mais par contre, tu vas faire ça. Ouais. Mais si déjà, t'as compris qu'il fallait être vigilant, ouvrir les yeux pour voir ce qui vient, et que tu sais faire cet enchaînement qu'on te l'a déjà appris, ta peur, elle est plus la même. Parce que ta peur, elle commence quand tu fermes les yeux. Ok. Oui, elle commence sur ce que tu sais pas, quoi. Exactement. Donc, au moins, quand t'as les yeux ouverts, tu sais un peu ce qui arrive. Tu vas au moins savoir un peu ce qui arrive. Toi, normalement, si t'as commencé dès les basiques, t'as un minimum une protection rapprochée. Après, pour la suite, sauve-toi. Enfin, oui, non, la fuite est une technique, ça, on pour moi, c'est la meilleure des techniques. Quand tu dis ta peur commence quand tu fermes les yeux, en fait, tout le monde a une situation comme ça. Tout le monde. Bien sûr. Je parle à tout le monde. Que ce soit un gars, une nana, tu vois un film d'horreur, tu fermes les yeux. Bien sûr. Donc, encore plus dans une situation où tu reçois un coup, quoi. Alors, aujourd'hui, donc 2021, Léa et moi, on a commencé le Krav, du coup, maintenant, il y a 4 ans, dont 2 avec confinement. Une pratique qui, en tout cas, à la FEKMRD, est très mixte. Je dis pas qu'il y a 50% de filles, 50% de garçons, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Et ça a été une grande surprise pour moi, et ça a aussi été quelque chose de rassurant, parce que je me suis dit, bon, ça va pas être qu'un truc de gros bras, mais du coup, toi, parce que tu as dit que ça fait 13 ans que tu as commencé le Krav, est-ce que tu as vu une évolution de l'acceptation des femmes dans la pratique du Krav? Est-ce que ça a été de mieux en mieux accepté, ou dès le début, il n'y a pas eu de sujet, les femmes étaient là et point? Non. Et est-ce que tu as vu aussi des évolutions, même, tu vois, dans l'apprentissage, parce qu'après, on va faire le lien avec l'association. Non, il y a eu beaucoup d'évolutions. Énormément. Mais alors, ça a été fulgurant, on va dire globalement, sur ces 5 dernières années, on retire les années Covid, donc on va dire sur ces 3 dernières années de vraie pratique. Ça a été fulgurant. Quand j'ai commencé, c'était pas du tout ça.
Déjà, je crois que pour faire une ceinture noire, il faut 100 hommes. D'accord, ok. Imagine le nombre de femmes qu'il Oui, faut d'accord. pour Ok. avoir une ceinture noire femme. Ouais, ok. Je suis, moi, la 33e femme ceinture noire en Europe, de la fédération, de notre fédération, qui est quand même la plus grosse fédération de Krav Maga, en ayant pratiqué 13 ans. Ça veut dire quand même qu'il n'y a pas beaucoup de femmes. Sinon, je n'aurais jamais été la 33e. Et on a connu vraiment une très grosse évolution à partir du moment où ces agressions dans la rue où il y a eu MeToo, il y a eu tout ça. Là, vraiment, on a connu une recrudescence de femmes au sein des cours. Vous avez la chance de pratiquer avec un prof qui n'est pas misogyne. Sous-entendu, il y en a. Il y en a. Bien sûr qu'il y en a. Il y a bien sûr de la misogynie et il y a plusieurs problèmes qui se présentent à la pratique du Krav Maga pour une femme, bien que je pense que le Krav Maga est encore plus adapté à une femme qu'à un homme en termes de pratique. Il y a le problème de l'entraînement. Très rarement, si vous avez un prof misogyne, il va faire tourner les binômes. Parce que les hommes veulent rester entre eux. C'est macho, ça tourne. On va pas s'entraîner avec une femme quand même. Attends, bon vas-y 2 secondes, je vais lui faire plaisir. Donc, quand on n'est pas trop stupide en tant que nana, on accepte 2 fois. Et puis après on dit bon, je vais pas te déranger, je vais retourner avec ma petite pote. On va s'entraîner, y a pas de souci. Seulement, pour une femme, à 90%, ses chances, c'est de se faire agresser. La réalité de l'agression, par un homme. bien sûr. C'est pour ça qu'il est évident que, en tant que vrai pratiquant de Krav Maga, à un moment donné, il faut pratiquer des cours mixtes. On ne peut pas s'entraîner qu'entre femmes. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas réaliste. C'est absolument pas réaliste. Cette misogynie qui peut être générée soit par les profs, soit par les pratiquants, les autres pratiquants, c'est pas forcément une misogynie, je sais pas si c'est vraiment le terme misogynie, il y en a, mais les hommes veulent pratiquer entre eux parce que ça montre qu'on peut se défendre contre un homme, mais contre une femme c'est facile, après tout j'ai même pas besoin du Krav Maga quelque part, donc elle va pas pouvoir me faire évoluer, elle va pas, bon. Ça ne change qu'un peu qu'au moment où on devient prof. Et je dis qu'un peu. J'ai une question. Il y a pas aussi un truc du mec qui ose pas, qui a pas envie de taper sur une femme? Ah, énormément. Bien sûr. Okay. Ça, évidemment. Ouais. Et j'ose espérer que c'est majoritaire même. J'ose espérer que, oui, ce que tu dis est vrai, bien sûr. Et je les comprends. En plus, je les comprends. Parce que ils ont envie de s'exprimer, ils peuvent nous faire mal. Il y en a qui sont, la plupart sont très très bienveillants. La FEKM RD, c'est vraiment une grande famille. Et je suis pas en train de dire que tous les profs sont misogynes, loin de là, bien au contraire. Mais à la base, c'était quand même un gros milieu d'hommes. Et au fur et à mesure, il est devenu évident que la self-défense la plus adaptée, comme je le disais, pour moi, aux femmes, c'est le Krav Maga. Donc, si on veut apprendre un minimum à se défendre assez vite, oui, c'est vers le sport vers lequel on va se tourner. Eux, on va être confronté à ce genre de problème à l'entraînement. Voilà, il faut s'en accommoder. Mais oui, ça existe. Et mais ça fait partie du jeu. Et toi, comment tu l'as vécu alors ce truc où aujourd'hui, donc depuis 3 ans, voilà, ça c'est. Mais du coup, comment tu l'as vécu? Alors tu as dit, des fois tu retournais du coup combattre avec. Ça ralentit énormément une femme dans sa progression. Ok. Ça c'est vraiment moi ça m'a fait défaut. Et ce n'est pas forcément de la faute des autres parce que tu prends tes petites habitudes de binôme, t'arrives, tu travailles toujours avec la même personne, bon ok pourquoi pas, très bien, mais c'est très important de tourner. Ouais.
C'est très, très, très important. Et c'est pour ça que de faire des stages, d'aller, de rencontrer des différents modes d'enseignement, différentes donc pédagogies, différentes gabarits d'entraînement, différentes, sur des techniques, on peut vous les expliquer. Et, alors, déjà, je pense sincèrement que en prenant un prof homme et on prend une technique et un prof homme vous l'explique et moi je vous l'explique, je vais vous l'expliquer de la même manière mais avec des finesses féminines. Parce que moi je ne peux pas me servir de la force et des fois l'homme a tendance à l'oublier. Oui, et d'être du coup en compensation, enfin Physique. juste physique. Ouais, d'accord. Et ça pour moi c'est pas possible. C'est impossible. Oui, donc tu parles de ton endroit et un endroit qui va parler à d'autres femmes. D'accord, ok, très bien. Et juste pour dire, cette question de l'évolution, elle nous est venue aussi parce qu'on connaît d'autres profs femmes au gradé ceinture noire, donc ça fait un moment, et qui elles aussi, faisaient état de ces mises à distance, de pas avoir travaillé avec les hommes. Et c'est vrai qu'en tout cas, nous, on l'a moins vécu, ou pas vécu, et puis c'est parce que moi de toute façon je vais les voir, je leur dis maintenant on travaille ensemble. C'est ce qu'il faut faire. Voilà, moi je dis on combat là. Et donc du coup on m'a expliqué que ça n'a pas toujours été comme ça et que des fois non, tout le monde tournait la tête et tu te retrouvais toute seule. Et c'est vrai que comme nous on l'a pas vécu, on aime bien aussi interroger. Et oui, loin de là. Alors, et je vais te raconter même un truc qui était assez marrant parce que je me suis retrouvée dans un stage spécifique femme. C'est très rare. Je vais à ce stage. Et alors moi je suis pas celle qui fait tiens tu bosses avec moi. Là on se retrouve à un stage, c'est plein de gens, c'est plein de femmes. Je devais en connaître, mais je me précipite pas pour faire un binôme. Et en général j'attends et je prends ce qui reste. Oui. Voilà, parce que ça ne me dérange pas. Oui. Et je vois là une petite dame, elle était maturée, elle était avec et évidemment personne n'en veut. Ça, c'est pour un peu imager, tu vois, l'homme, la femme, on n'en veut pas. Non, je risque de lui faire mal, elle va pas bouger comme il faut, elle va... Je la regarde, très bien, on travaille ensemble. Et là, on commence à travailler, et je lui dis, mais vous avez fait quoi? Elle me dit, 30 ans de combat russe. Ah oui, donc... Elle m'a passé les techniques, elle m'en a appris. Que ça a été un stage génial. Elle venait de se faire agresser, on avait essayé de lui piquer sa carte bleue, elle retirait de l'argent, un truc complètement classique. Elle me dit, je lui ai mis un coup de coude retourné. Ouais, voilà. Chapeau. Ça, pour imager, cet état d'esprit, genre, ça aurait été la brebis galeuse, ouais. Oui. Mais pas du tout. Non, pas du tout. Dragon de... Pas du tout. Oui, en fait, puis on apprend de tout le monde. Et c'était très intéressant parce que justement, elle était dans l'échange des arts martiaux, elle avait fait ça, elle faisait autre chose, mais c'était un livre ouvert, quoi. Et j'ai appris plein de choses. Et ça m'a conforté dans le fait de, tu vois, elle avait 74 ans, le fait de savoir se défendre, ça marche à tout âge. Ok. Alors, on va commencer à parler de Krav Maga Women Protect, entre autres. Moi, déjà, j'aimerais que tu puisses nous rappeler, je dis rappeler pour nous parce qu'on la connaît, mais que tu puisses expliquer là aux auditrices, auditeurs, en quoi consiste cette association, qu'est-ce que toi et tes comparses y faites, et puis après, je te poserai des questions, s'il te plaît. Alors, Krav Maga Women Protect, c'est la branche caritative de la FEKM, RD. On est évidemment tous bénévoles. Le président, c'est Michael Obadia, qui est responsable de la commission des grades de la FEKM, avec Géraldine, qui est notre trésorière, et on a un mécène qui est la société patronne, qui nous finance les voyages et aux côtés de la FEKM également. Et on est sollicité par des associations. On est allé donc à La Réunion, où il y a l'association des Red Brigades, qui est dirigée par Usha, qui est très connue là-bas, et qui dirige donc les Red Brigades. Les Red Brigades, en Inde, la population est évidemment beaucoup plus dense que nous, donc les chiffres que je vais vous annoncer paraissent démentiels, mais ça va tellement vite en Inde. Usha
a formé en, je crois, 3 ans, 75 000 petites filles. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça oui. C'est énorme. Ah oui. Alors, à former, est-ce qu'on peut dire former? Ce qu'elle a fait, c'est aller dans les écoles, leur expliquer qu'elles n'avaient pas à être violentées, leur expliquer ce que je vous disais au départ, vraiment des gestes de base pour pouvoir se dégager et fuir. On n'est pas dans le Bruce Lee, on n'est pas dans le... On est d'accord, on est dans la survie. Et ce qui est très intéressant lors de ces voyages, c'est que, par exemple en Inde, ce sont des filles qui ont déjà été agressées, ou pas, mais qui ont vu des agressions parce que c'est très fréquent. On était dans la partie la plus pauvre de l'Inde, au nord, et où on est dans une société totalement patriarcale, où la femme, il y a jusqu'à très peu de temps, les gynécos, en fait, faisaient avorter les mères, enfin qui étaient enceintes de filles, jusqu'à il y a très peu de temps, parce que c'est l'homme et c'est une société patriarcale. Donc, leur jeter de l'acide à la figure parce qu'elles ne veulent pas avoir de rapport, ça gêne pas grand monde. Il peut y avoir un agent au coin de la rue. Continue, voilà. Donc ces filles sont vraiment, susceptibles de rencontrer la violence au coin de la rue, quotidiennement. Et quand elles se défendent, il y a une telle intention, il y a une telle haine, une telle envie de dire stop et d'arrêter que ça marche beaucoup mieux qu'en France. Il y a vraiment, alors quand on leur donne des cours, en fait, elles sont tellement potentiellement, susceptibles d'être agressées que pour elles, c'est vital que d'avoir ces outils-là. Ce n'est pas une pratique sportive, non. Ça pourrait, mais c'est une pratique vitale, de survie. Et ça donne une toute autre tournure au cours. Tu peux revenir du coup juste ce que tu disais, alors c'était hors micro, mais sur cette dimension d'intention où tu constates des fois que dans nos façons de pratiquer le Krav, justement, il manque cette dimension intention, et c'est celle-là que tu retrouves chez ces filles, bien sûr. D'accord. Ce qui est, en fait, pour en revenir aussi à ce qu'on a dit un petit peu avant, quand on s'entraîne entre nous, on veut pas faire mal. Ouais. Évidemment qu'on veut pas faire mal. Pour arriver à faire le bon geste avec l'intention qu'il faut, sans faire mal, il faut maîtriser. Mais maîtriser, c'est de l'expérience. Donc forcément, oui, il y a des chances que tu fasses mal, il y a des chances que tu aies un petit peu mal. Mais j'ai envie de te dire, on fait pas de la danse. Et vaut mieux apprendre à prendre un petit coup qu'un jour prendre un coup fatal. C'est une réponse un peu de bûcheron, on va dire. C'est un peu net, c'est un peu brutal. Non, ça fait du bien d'entendre ça, parce que des fois, tu donnes un coup, tu m'as fait mal. Mais moi, ça fait 13 ans que je fais du Krav, je n'ai jamais été blessé. J'ai été blessé une fois par un débutant qui m'a shooté le genou. C'est pour ça que il y a aussi des fois la peur du plus haut gradé qui va dire moi je maîtrise, et si je m'entraîne avec une ceinture blanche qui me bousille un truc, je ne peux pas m'entraîner pendant X temps. Ouais, d'accord. Moi, j'ai jamais eu cette approche, mais je l'ai payé. Ça m'a pas empêché de continuer parce que j'estime qu'on doit distiller son savoir à tout niveau. Donc ça fait partie du jeu. Mais c'est compréhensible. D'accord. Et donc c'était pour... C'est sur l'intention. Oui, l'intention, il faut... On a peur de blesser, mais il faut y aller. C'est primordial. Et c'est en s'approchant le plus, en étant le plus réaliste possible dans le coup, dans cette intention de le donner, que tu vas pouvoir maîtriser ton geste. Si tu t'arrêtes trop loin, tu resteras toujours trop loin. Si t'es trop molle, tu seras toujours trop molle. Tu peux toujours penser que le jour où je le ferai, si jamais un jour j'en ai besoin, bien sûr que je resterai pas molle. Oui, bien sûr que tu resteras pas molle, mais tu n'auras pas appris techniquement à le faire avec intention. Donc tu ne seras pas, tu vas faire un minima, ok, mais tu vas pas appliquer la technique comme il aurait fallu, et que l'intention va faire que le coup va être bien porté. Surtout que juste pour compléter, tu nous aussi hors micro, tu disais, mais ça tous les profs le disent, qui est que en situation d'agression en plus,
tu restitueras jamais. Non. Donc, si en plus tu mets pas l'intention et en plus tu restitues pas, mais qu'est-ce qui va rester, quoi? Exactement. C'est pour ça que l'intention est primordiale. D'accord. Et que quand tu prends ton binôme, si tu le vois te faire, écoute, excuse-moi, mais soyons un peu plus péchus quand même, parce que soyons réalistes, voilà, sans se faire mal, on se dose. Ah, là ça va trop fort. Ok, ça c'est trop fort. On régule et on apprend à travailler ensemble. Le but du Krav Maga, c'est de faire briller son partenaire, de l'amener à savoir faire quelque chose. Et une fois que tu l'as amené à savoir faire quelque chose, là, tu peux commencer à rentrer un petit peu dans le plus péchu. D'accord. Et comment ce combat féministe de l'association, il est reçu du coup par les hommes du Krav Maga, la FEKM, comment ils le vivent et pourquoi certains même viennent adhèrent, parce qu'on voit plein de femmes mais aussi d'hommes avec votre t-shirt. Donc est-ce que tu as l'impression, est-ce qu'on peut aller jusque là, que vous faites contribuer à faire changer les mentalités? Comment est reçu le combat féministe de l'asso? Je pense que le t-shirt est très beau. Je pense même que c'est le rose. Je pense que ça vient de je ne vois pas d'autre explication. Effectivement. Non, alors pour en revenir, alors déjà à ça, il faut savoir que on a fait l'Inde, on a fait la Réunion, ouais. On est sur un projet à Madagascar, on vient de retourner à la Réunion. La Réunion, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de problématiques à la Réunion, énormément, qu'on a une antenne là-bas qui est très solide et où il y a beaucoup de travail à faire. Et ce qui est peut-être plus palpable là-bas, c'est cette solidarité au sein de cette association contre la violence faite aux femmes. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, encore une fois, parce qu'elles sont plus exposées, ouais. Eh bien, elles comprennent. Oui. Et dans les cours eux-mêmes et au sein de cette antenne là-bas à La Réunion, à Saint-Denis, avec Pascal et Zaza, sa femme, ils font un travail formidable et nous, on est intervenus là-bas et eux entretiennent l'antenne KMWP sur place et là, ça prend tout son sens. Vraiment, d'accord. ça prend tout son sens. Nous, ici en France, ce qu'on veut, parce qu'on a du mal à intervenir auprès de chaque association qui voudrait qu'on soit un peu présente partout, sauf que c'est un petit peu difficile. On est en train d'essayer d'agir pour avoir une salle à Paris où on pourrait regrouper, faire venir des associations et des femmes d'associations qui souhaiteraient suivre nos cours spécifiques avec des techniques spécifiques, parce qu'on ne prend pas toutes les techniques de la FEKM. On a un petit booklet qui regroupe 17 techniques qui sont, à notre avis, toutes celles que les femmes peuvent rencontrer le plus fréquemment dans toutes les situations violentes. Donc juste pour préciser, qui est que moi, quand on était hors micro, tu me disais, faut bien faire la différence entre la façon dont nous, professeurs, on vous enseigne le Krav Maga dans la visée de programme lorsque vous venez dans nos cours, dans les cours, qui est un apprentissage très détaillé, pédagogique, séquentiel, et le fait que ce que on donne aux femmes qui viennent via Krav Maga Women Protect, ce sont des choses de l'ordre de la survie, le geste efficace, etc. Et j'ai trouvé ça très intéressant que vraiment tu alertes, tu distingues en disant il s'agit pas de connaître 15 000 techniques, il s'agit de bien comprendre les gestes qui vont te sauver. Et c'est ça que vous apprenez. Exactement. Ok. Je dis ça pourquoi? Parce que moi, quand j'ai commencé le Krav, je me disais mais attends, le jour où je me fais agresser, mais jamais j'aurai le temps de mettre et mon coude et mon truc. Mais il est évident, bien sûr que t'as raison, Christelle. Moi, j'ai vu des profs qui enseignaient, par exemple, situation de viol dans un couple. La situation de viol dans un couple, le couple est au lit et puis l'homme force la femme à avoir un rapport et là madame a fait du Krav Maga et là elle te lui met les yeux dans les doigts dans le dans les yeux et hop je te le retourne, je remonte dessus. Non mais attendez, vous êtes parti où là? Vous êtes parti où? On n'est pas en train de faire un film. Là, c'est pas possible, ça n'existe pas. Alors, qu'on sache faire la technique,
pourquoi pas? Je dis pas le contraire. Mais je ne conseille surtout pas à une femme de faire ça. Non. Surtout pas. Non. Je veux dire, si t'es arrivé à lui mettre les doigts dans les yeux, bah sauve-toi. Ah oui, clairement, oui. Sauve-toi. Ah, clairement. Si t'as la bêtise de penser que tu vas le retourner, lui mettre un pain et que... Eh ben écoute chérie, tu fais quoi pour manger ce soir des patates sautées? Et qu'il va ressortir le chien puis qu'il va rentrer en te disant « Oh, tout va bien, alors qu'est-ce qu'on se mate ce soir ?» Non, ça va aller que crescendo. Ah ben. C'est une évidence. Ou alors, on est parti dans une histoire de gens qui se battent et... Oui, et là c'est autre chose. Là, voilà. Ok, oui, donc très clairement, effectivement, c'est pour ça que je trouvais ça intéressant de dire ne confondez pas, on vous apprend des techniques. Après, vous saurez utiliser certaines techniques que vous utilisez de manière préférentielle, mais ce que vous montrez aux femmes qui viennent participer aux ateliers Krav Maga One Protect, tu dis c'est les techniques qui pour vous fonctionnent le plus efficacement et accessibles. Exactement. On va t'apprendre à protéger tes points vitaux, à toucher les points vitaux de l'autre pour t'enfuir. Point. Ça, c'est tout. Très bien. Écoute, merci. Et donc, les hommes, ils vivent le combat féministe comment, là, le fait qu'il y ait Krav Maga One Protect, ils achètent des t-shirts, mais... Ils sont, alors, ceux qui viennent nous voir, ceux qui adhèrent sont extrêmement bienveillants. Ce sont ceux qui se prêtent au sparring. Ce sont ceux qui vont nous dire bah tiens attends alors si je fais ça comment ça se passe, comment tu le ressens, est-ce que là la technique elle passe, enfin vraiment. Et ça c'est très intéressant et ça nous fait très avancer. D'accord. Mais ceux-là sont très vraiment il y a une très grosse majorité de la FEKM, des hommes de la FEKM qui sont comme ça. Il y a évidemment qu'il y a toujours des cas exceptionnels parce que en plus ils ont fait le Krav Maga, ils sont ceinture noire, je ne sais combien de machins, alors bon moi personnellement ça doit les épanouir dans leur vie, donc c'est déjà bien. C'est énorme. Pour le reste ils en font ce qu'ils veulent. Tu nous as dit effectivement le fait que tu croyais beaucoup, enfin pour toi c'est indispensable de faire de la pratique mixte homme-femme, notamment en tout cas pour les femmes, d'aller combattre, en tout cas se mesurer à des partenaires masculins pour la force, l'intention, etc. Néanmoins, les cours que vous donnez aux femmes dans l'association, c'est des cours qui sont qu'entre femmes. Toi, comment ça se joue parce qu'elles ont été victimes. Voilà. Alors moi, j'ai donné des cours pour la caisse d'allocation familiale du Val d'Oise sur des femmes qui avaient été traumatisées. On ne peut pas introduire des hommes tout de suite. Alors déjà, en général, je viens avec un sparring homme, quand même, mon sparring, et il n'aura jamais, dans les premiers temps, c'est pas lui qui va appliquer la technique, il ne sera que mon sparring, c'est lui qui va subir. C'est pas un peu gros, mais l'image, c'est lui qui subit. À partir de là, il y a une certaine confiance. Les femmes ne travaillent qu'entre elles. Elles ne travaillent pas avec mon binôme. Il n'y a que moi qui travaille avec mon binôme, avec mon sparring homme. Les femmes travaillent entre elles. Une fois qu'elles reviennent, en général, c'est difficile de faire revenir des femmes vulnérables. C'est très difficile. Parce que déjà une femme qui est vulnérable, elle ne peut pas dire qu'elle va à un atelier pour se défendre. Elle peut pas dire à son mari, écoute, tu vois, je vais aller me défendre, je vais aller apprendre à me défendre parce que tu me pourris la vie. Ça, c'est pas possible, parce que il y aura une interdiction immédiate. Bien sûr. Donc elle est obligée de mentir et de dire qu'elle va à d'autres ateliers. Et ça, après, c'est difficile à entretenir. Alors, il y en a qui continuent, et celles-là, au fur et à mesure, c'est elles qui ont envie de se confronter à un homme. Alors, je les fais pas tourner obligatoirement avec, mais quand je dis on change de binôme, là, mon sparring devient disponible. Mais si elles ne veulent pas, elles vont pas aller vers lui. Et lui va attendre et va revenir vers moi. Mais il y en a un qui est à disposition. Et en général, il reste pas à disposition. D'accord, c'est comme ça que tu au fur et à mesure, j'introduis et là, elles mettent en application le réalisme de nos techniques. D'accord.
Et ça vient conforter, enfin, en termes elle-même d'estime ou de la Exactement. technique fonctionne ou je suis capable. Tout à fait. D'accord, très bien. Alors, une phrase que j'ai entendue, et on aimerait savoir ce que tu en penses. Non mais le Krav Maga, c'est qu'une pratique de victime. Pour moi, non. Pour moi, non. Alors après, est-ce que la victime, ça peut être quelqu'un qui appréhende une situation? Si ça peut être que ça, il y a peut-être, mais alors dans ces cas-là, dans tous les arts martiaux, hein. C'est pas spécifique au Krav Maga, hein. Moi, le mec qui est karatéka et qui fait des katas, c'est pour le sport. Peut-être c'est pour le sport. Moi aussi, je fais du Krav Maga, une partie pour le sport. Partie sportive. Mais victime, non, moi je pense qu'il n'y a pas de profil défini. A priori, je pense pas. Merci beaucoup de cette remarque, enfin en tout cas de ta réponse, parce que bon moi c'est quelque chose que j'ai entendu en mode si tu fais du Krav c'est parce que tu t'es fait agresser et que donc ne viennent faire du Krav que les gens qui sont agressés, et donc moi je dis et alors je me suis fait agresser et je fais du Krav pour ne plus me faire agresser, en tout cas limiter, faire en sorte de, je vois pas où est le problème, je trouve que c'est même très bien de ma part. Ben, même au contraire, moi, je pense que l'intelligence, justement, ce serait d'apprendre à la plupart des jeunes filles, je sais pas, à 10, 12 ans, d'apprendre des basiques, justement pour pas être apeuré pour n'importe quoi. Puisque, et puis de toute façon, être situation de victime, enfin se retrouver victime, enfin c'est pas la faute de la victime, ne confondons pas le message, parce qu'il y a ça aussi, c'est comme si t'es victime, c'est de ta faute. Donc non, mais après, prenons des mesures pour essayer de ne pas y être confronté. Tout à fait. Très bien. Est-ce que tu pourrais nous partager des réussites de l'assaut, des happy end, des victoires du quotidien, et après tu t'en as parlé des futurs projets, mais des trucs où tu t'es dit ah ouais, ce que je fais, que ce soit dans des cours que toi-même tu donnes, les stages que tu animes, ou au sein de l'assaut Krav Maga Women Protect, des choses où tu t'es dit ah ouais, ça fait plaisir d'entendre ça, je sais pas, des femmes peut-être qui reviennent vers vous pour dire, ben voilà, j'ai n'importe quoi, ça a marché. Pourquoi je te dis ça? Parce que je l'ai lu sur Facebook. Il y a une femme qui dit, je l'ai fait, ça a marché. C'était ultra émouvant, quoi. Elle dit pas la situation, mais elle dit juste, ça a marché. Donc, est-ce que des fois vous avez des partages? Alors, est-ce que tu as des anecdotes? Ouais, il y a une histoire il y a une rumeur depuis, enfin, c'est pas une rumeur, hein, c'est avéré, hein. Depuis longtemps maintenant. C'est un élève de Trévise, je crois, qui venait qui était, je sais pas s'il était, non, je crois pas qu'il était pas ceinture verte. Il avait été faire un cours où il a juste appris le 360. Et le type est parti du cours, il venait d'apprendre ça, et il est allé dans le métro, et il y a un type qui est rentré dans la rame et qui a montré un couteau. Il a fait ça, le type est tombé sur le quai et le train est parti. Et bah ouais, voilà. Action, réaction. Voilà. J'ai une fois j'ai fait un stage et j'ai une dame d'un certain âge avec son mari qui était là, et elle me dit bah oui, moi je viens en stage, en fait j'avais arrêté le Krav Maga et là j'ai repris. Alors moi je dis ah bon, et pourquoi vous avez repris? Elle me dit j'ai repris parce que quand on allait avec mes deux filles, quand on allait en vacances et tout ça, je leur apprenais un petit peu mes techniques que j'avais apprises au Krav. Comme ça, on s'amusait, je leur montrais. Et puis, elle me dit, puis là, il y a un mois, ma fille, elle s'est fait suivre dans une impasse. Il y a un type qui l'a plaqué contre un mur. Et là, elle lui a mis un coup au parti. Un des rares trucs qu'elle lui avait appris en jeu de plage. Et le type s'est effondré et la fille est partie en courant et tout s'est très bien terminé. Et elle me dit, et du coup, je me suis dit, non, je vais m'y remettre. Parce que, purée, peut-être je vais pouvoir encore plus lui en transmettre, et peut-être que, voilà, ça servira, ça m'a conforté dans le fait que voilà, c'était important et que rien que parce que ça avait sauvé ma fille de cette situation, par respect, je devais reprendre la discipline. Oui, il y a eu
Bien sûr que il y a eu une fille là qui a témoigné également. Bon, moi j'ai eu des filles. Là, j'ai eu une gamine de 12 ans qui m'a dit il y a très peu de temps. Je me suis fait choper dans la. Bon, c'est un peu moins grave, mais je me suis fait choper dans la cour de telle manière. Et si je bougeais, il me cassait le bras. Ouais, elle avait son Dieu. Et je lui ai dit. Elle me dit mais alors qu'est-ce que j'aurais dû faire? Et je lui montre. Qu'ils reviennent. Et mais il y en a plein, il y en a plein. Des happy end, heureusement. Qu'est-ce qui pourrait me revenir c'est pas très en rapport avec ça, mais ça va très bien imager par contre pour moi ce que représente le Krav Maga par rapport et pourquoi une femme, pourquoi pas un autre sport. J'ai il y a un peu plus, c'est en 2016. J'ai un ami qui était ceinture noire et comme tu l'as dit, je tiens une salle de sport et j'avais un ring avec des profs de MMA et qui donnaient des cours de MMA. Et puis un jour, il y a un gradé de MMA qui dit bah tiens, ce serait sympa qu'on fasse une rencontre Krav Maga MMA. Mon pote dit oh bon ouais ok, puis mais vraiment très bon état d'esprit, hein. Attention, hein, pas aucune rivalité, très très bon état d'esprit, on y va. Et donc les deux sont sur le ring et ça commence. Et moi je suis là, j'attendais. Et ben ça n'a pas été très long. Hein. J'étais très déçue. Le mec du MMA s'est avancé, pareil que mon gars première fois. Là. Et mon pote il a fait ping. Donc coup de pied au parti pour les auditrices et auditeurs. Oui voilà, coup de pied au parti et c'était fini. Et là, le mec dit, mais ouais, t'as pas le droit. Il dit, mais attends, on fait quoi, là? On fait du Krav Maga, c'est du combat de rue. Oui, moi, je suis désolée, tu t'es approché de moi. Bah et en plus, c'est parti par pur réflexe. Mon pote, il l'a fait par pur réflexe. Il a pas du tout cogité sur le truc. Sauf que le combat était fini. Et je te raconte un dernier truc qui est très, très marrant et image aussi pour moi, vraiment ce que peut être le Krav Maga. Et ça fait beaucoup rire en général quand je le raconte. Souvent, tu sais, quand t'es une femme et que tu te retrouves chez des amis, on dit ah, tu sais, elle fait du Krav Maga et tout. Ah bon, oui, ok. Ah, c'est super. Tu peux nous montrer? Moi, 100% des cas, je dis oh, non. Je voudrais finir mon repas tranquille. Non. Et puis un jour, il y a un super pote, il insiste, allez, s'il te plaît, montre-lui, s'il te plaît. Montre-moi un petit truc. Je dis Fred, s'il te plaît. Allez, s'il te plaît. Son pote dit, ah, oui, moi je veux voir un peu ce que c'est, parce qu'il n'arrête pas de m'en parler. Bon, d'accord. Oh, le type se lève, il dit, 2 mètres. Golgoth. Voilà. Oh, je le vois, je dis, waouh. Ok. Alors, il me dit, bon, alors, ok, il se lève, je me mets face à lui, et puis il me dit, bah alors, on fait quoi? Je lui dis, fais ce que tu veux. Bah oui. C'est ça le Krav Maga. Si je te dis, fais-moi ça, tu vas me dire, ah, trop simple. Bah oui. Donc c'est pas possible. Donc on est dans voilà, tu fais ce que tu veux. Ah, moi je fais ce que je veux. Bah oui, tu fais ce que tu veux. Là, c'est open bar. Tu me patates comme tu veux. Il me fait, mais, genre, je fais 2 mètres, hein. T'as vu la bête. Bah oui, mais tu me demandes que je te montre. Bah, je te montre. Donc, fais ce que tu veux. Bah, déjà, ça déstabilise. Ouais. Et là, franchement, ouais. Le mec, il m'a regardé, genre, elle s'est vue avec son 1m59, l'autre. C'est presque la taille de mon pied, quoi. Et là, le type se démonte pas. Il arrive vers moi. Et il prend autour d'une table, comme ça. Et qu'est-ce qu'il fait? Il s'avance vers moi. Et il prend une chaise. Ah, créatif. Prends une chaise. Et il arrive comme ça. Là, il passe la chaise au-dessus de sa tête, comme ça, là. Et il arrive pour te la mettre, dessus. Qu'est-ce qu'il fait, le type? Forcément, à un moment, il est aveuglé par sa chaise. Moi, je sors de la cible, je tape au parti. Avec mon pied. Tu te rassois et tu finis ton repas. Et le type me dit, il me dit, mais, c'est tout. Je dis, t'as pas eu mal? Enfin, si. Et j'ai pas appuyé. J'ai frôlé. Ben, je dis, c'est ça, le Krav Maga. Je dis, tu voulais que je fasse quoi? Moi, là, si j'avais appuyé, t'étais par terre. J'ai tapé au moment propice. Je suis sortie de l'axe. C'est tout. Est-ce que je peux reprendre la chaise?
Et l'histoire, elle est finie. On n'est pas dans le fight, tout ce que tu veux. Je suis pas Bruce Lee, je suis pas une ninja. Je vais tout simplement essayer. Je suis une opportuniste. Je vais essayer de trouver le bon angle au bon moment. Et moi, avec ce que je sais faire, le haut, c'est du leurre. Le haut. Mes mains, la partie haute, c'est du leurre. D'accord. Sauf si je vais te crever les yeux. Attention, si je l'appuie bien, tout ça. Mais là, je vais t'endormir un peu avec je suis tout à fait consciente que si je mets un pain à un mec de 2 mètres, il y a très peu de chances que je lui enlève un poil de barbe. Hein. Mais par contre, tant qu'il est occupé là, en bas, ça se libère. Et c'est ça qui m'intéresse. Je ne dis pas que c'est la technique de toutes les femmes, je ne dis pas que c'est une technique à adopter, je te dis que c'est ma technique à moi. Et c'est ce que j'ai fait sur ce mec-là, en fait. J'ai même pas, alors le haut, je pas pensé un instant. D'abord, si j'avais voulu le toucher, j'aurais dû sauter. Donc, voilà. Et tout simplement, voilà, ce qu'on nous apprend au Krav Maga, sors de la cible, trouve un point sensible. C'est tout. Les repas de fin d'année approchent. Donc, voilà. Vous avez compris la petite animation que vous pouvez faire. Donc, tu nous en as parlé, mais les futurs projets sera la dernière question. Donc, tu as dit Madagascar. Tu as également parlé d'une salle à Paris. Alors ça serait notre super projet. Ça serait d'avoir une salle sur Paris. Et on est là, on a fait toutes les demandes. On est dans l'attente. Ça devrait se décanter très prochainement. Et pour nous, ce serait un bureau central, en fait, où on pourrait accueillir toutes les femmes qui le désiraient dans des créneaux où on se mettrait à leur disposition avec des équipes spécialisées de KMWP. Il faut savoir qu'on forme dans chaque club, chaque antenne, on forme des filles ou des hommes d'ailleurs à nos techniques spécifiques. Ce sont des techniques que vous connaissez déjà, qui font partie du programme. Simplement, on les cible pour leur dire voilà notre bouclette, voilà ce qu'on fait, et on essaye de les faire au mieux. Ce sont celles qui vont être pour nous les plus répétitives et qu'on essaye de transmettre. Très bien. S'il y a une question qu'on t'a pas posée ou quelque chose que tu souhaites ajouter avant qu'on conclue ce passionnant entretien. Ce qu'il faudrait rajouter, c'est de très important, je trouve, c'est que c'est cette confiance que nous apporte le Krav Maga au-delà de sa pratique. C'est que il s'installe au fur et à mesure une confiance qui fait que on ne devient plus une proie, on ne se comporte plus en proie. De ce fait, on n'attire plus les soucis, ça paraît un petit peu mais c'est vrai. On fait attention à son environnement, on commence à avoir une vue périphérique, c'est pas pour autant qu'on est parano, pas du tout. Mais on s'assure d'être en sécurité là où on est. Et quand on prend des cours de Krav Maga, ça s'ancre naturellement. Et au quotidien, on a beaucoup plus confiance en nous. Et du coup, déjà, ce qui est un petit peu stupide, c'est que à partir du moment où tu fais du Krav Maga, et qu'on le sait, les gens se méfient. C'est vrai que c'est la première chose qu'on me dit à chaque fois. « Ah, tu fais du Krav !» Oh là, faut pas te toucher. Alors que c'est complètement... oui, je veux dire, parce que si j'en faisais pas, tu allais me toucher. Merci, l'état d'esprit. Donc oui, ça m'est déjà... Et cet état de confiance, il s'inscrit en toi. Et plus il s'inscrit, plus il t'apaise, et mieux tu pratiques. Super. Mais merci beaucoup, Carole. Non, c'est moi qui vous remercie. Ça fait du bien d'en parler, et surtout ce que j'aimerais, c'est que les femmes persévèrent le plus possible. Parce que il y a un point dont on n'a pas parlé aussi, c'est vrai, et qui est très embêtant pour l'évolution d'une femme au sein du Krav Maga, c'est qu'une femme, elle a ses tâches familiales, et qu'en général, quand arrive l'âge d'une grossesse, il y a une interruption, et c'est très difficile après pour une femme de reprendre. Et je trouve dommage que souvent les femmes s'oublient à ce niveau-là, et qu'il faut essayer d'un petit peu de continuer. Je sais que c'est pas facile, c'est peut-être pas donné à tout le monde, mais c'est pour ça qu'il y a peu de femmes qui passent le stade de la ceinture noire. Moi, j'ai eu cette chance parce que j'ai commencé après ma grossesse. D'accord. Voilà. Donc merci. Tu es aussi consciente de ces difficultés. Merci de le rappeler. Mais il y a pas de quoi. Merci à vous. Merci. Carole.